Bienvenue dans l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche qui est animée par Meg, François-Xavier Boulet et Floriane. Et alors, comme d'habitude, on va vous parler de sujets différents et variés, puisque c'est un peu un pot-pourri éclectique de choses dont on n'a pas parlé forcément dans l'actualité cette semaine, mais qui nous semblaient intéressantes à partager aussi. et qui sont très suivis par les Taïwanais aussi. Voilà, par exemple. Alors, je vais vous parler une actualité du jour, ce 12 avril, pour notamment le pèlerinage de Mazu du temple Gongtian. C'est le départ, c'est ce soir à 23h50. Wow, et c'est celui, on va le voir en détail tout Oui. à l'heure, donc on ne va pas en dire de plus. Moi, je vais vous parler d'un autre pèlerinage, ou plutôt d'un autre sport, pas du tout un pèlerinage, mais un sport qui tourne au vinaigre avec une mutinerie chez les féminines de l'équipe nationale de football. Oh Voilà. Eh bien, moi, je vais parler d'une randonnée qui commence, disons, pour deux ours qui ont été remises en liberté à Hualien après un an de soins pour les deux. Voilà. Donc, en gros, C'est c'est pas vraiment du sport non la plus. thématique, le Mais- sport chez les mammifères, en fait. Ou marcher. Ah, c'est bien trouvé. En parlant de mammifères, commençons par la divinité des mammifères, la déesse de la mer Matsu. Alors là, le temple qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de Gongtiangong à Miaoli, donc à Baishatun plus précisément. D'habitude, il y a deux grands pèlerinages liés à Mazu à Taïwan. Il y a celui-ci Oui. qui a dépassé en quelque sorte en réputation celui de Taichung, le temple Zhenlan plus précisément. Alors, si je parle ce soir, c'est parce qu'il y a le départ cette nuit. Il y a aussi des nouveautés dans ce pèlerinage pourtant vieux de plus de 2 siècles. C'est pour ça qu'on disait que Matsu, c'est une mamie qui sait y faire. Oh, je sens que cette blague va plaire Elle va faire réagir, à hein. réagir à quelques auditeurs. Oui. Elle va peut-être pas plaire à Matsu, mais Ouais, elle me le pardonnera bien. Alors, donc, pour ce pèlerinage qui durera 8 jours, il y a déjà plus de 450 000 personnes inscrites Waouh. officiellement pour participer à ce pèlerinage. Ça veut dire sur les 8 jours ou au fur et à mesure? Au fur et à mesure, Ça peut être un c'est-à-dire- tronçon. Oui, Mhm. en fait, c'est libre à chacun de choisir le tronçon qu'il préfère selon ses capacités physiques et aussi la gestion du temps aussi. Mais le fait de s'inscrire officiellement, c'est pouvoir être listé dans une sorte de registre qu'on présente lors de cérémonies religieuses. Un peu comme un livre d'or. Un peu comme un livre d'or. Donc, pour la signature de ce livre d'or, Faut payer? $700 taïwanais, Ça va. donc 20 euros. C'est une 20 euros petite offrande. fois 460 000. personnes. Donc, ça fait plus de 320 millions de dollars taïwanais, donc plus de 9 millions d'euros de recettes. C'est des recettes officielles sans évoquer les dons que les croyants feront tout au long, en parallèle plus de ça, en parallèle. Ça, c'est la recette du pragmatisme de Matsu. Des gens qui honorent après, qui gèrent le temple surtout. Surtout. Bon, pour ne pas parler que de l'argent, mais en fait, c'est une pratique à respecter dans le sens où ça existe donc depuis plus de 2 siècles déjà. Apparemment, selon les anciens de ce coin, en fait, de Baishatun, c'est une pratique qui existait naturellement chez des gens. C'était pas quelque chose d'organisé, mais à l'époque, à cette époque-là, les gens se baladaient naturellement, allaient à Beigang, en fait, pour faire une offrande, pour prière devant le temple de Mazu là-bas. Donc, c'est une pratique qui était restée. Et à l'époque, il n'y avait rien d'organisé, il n'y avait pas d'itinéraire prédéfini. Donc, c'est vraiment selon l'envie de chacun. Donc, ça impliquait la traversée des ruelles, la traversée des rivières. Donc, tout était possible. C'était quelque chose de plus agricole et régional aussi. Est-ce que c'est du fait que c'était pas si organisé, chacun prenait un peu le chemin qu'il voulait, que au fur et à mesure, ce pèlerinage est devenu célèbre pour le fait que c'est la déesse qui décide elle-même à chaque carrefour où elle veut aller? Oui, c'est aussi ça. En fait, c'est devenu de plus en plus célèbre jusqu'en 2008.
le comté de Miaoli a décidé de classer ce pèlerinage en tant qu'un patrimoine folklorique pour la région. Et en 2010, c'est reconnu par le gouvernement comme un patrimoine intangible de la nation. Et en 2013, à travers un vote général des Taïwanais et des experts, ce pèlerinage a été choisi comme l'un des événements les plus importants du monde religieux à Taïwan. Donc tout cela a donné progressivement le prestige à ce pèlerinage qui est, entre guillemets, moins lié au monde mafieux et au monde politique qui tournait autour du grand pèlerinage du temple Zhenlan à Taichung. Donc c'est parce que les gérants de ce temple et de ce pèlerinage étaient plus ou moins en lien avec ce monde-là. Donc il y a un peu plus de controverse autour de ce pèlerinage qui est toujours très participé et honoré aussi. Enfin, j'ai pas dit que ça marche pas. C'est pas soit l'un soit l'autre, quoi. C'est Baisatun qui a pris de l'ampleur. Et aussi par le fait que, apparemment, selon les porteurs de palanquin, c'est toujours Mazu qui décide son itinéraire à chaque carrefour, de décider où elle va aller. Donc, c'est des porteurs qui ont une relation très proche avec la divinité, capable de sentir, de comprendre son message. Elle nous dit de tourner, on tourne. Oui, et il y a une autre différence par rapport au pèlerinage de Taichung, c'est que le pèlerinage de Taichung est considéré comme une tournée dans la circonscription, entre guillemets, dans le territoire, sous la juridiction de Mazu, du temple. C'est vrai. Alors que pour celui de Baisatun, c'est plus rendre visite à une amie, parce que c'est le même statut de divinité, en fait. Même niveau. Oui, c'est ça. Oui. Alors, j'avais entendu dire aussi, en interviewant une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur Mazu, qu'en fait, à la base, ce pèlerinage, c'était pour aller à Meizhou, donc le lieu d'où est originaire la jeune fille qui a donné naissance à la légende et à la divinité de Mazu, et qu'après, en fait, avec les tensions qu'il y a eu avec la Chine, c'était plus possible d'aller jusque là-bas. Et aussi le Japon, qui a avec interdit. Le Japon aussi, qui a interdit ça pendant longtemps. Et donc, les pèlerinages étaient vers Beigang parce que c'est là qu'il y avait le premier temple de Mazu à Taïwan, sur l'île principale de Taïwan. Et donc, c'est un petit peu rendre visite au premier temple de cette divinité à Taïwan. Voilà. Donc, dans ce sens-là, il y avait quand même un petit peu quelque chose de hiérarchique ou au moins de générationnel, disons, dans les temples les uns envers les autres. Oui. Mais là, Beigang et Baisatun, c'est pas sous sa juridiction, en fait. Donc, il ne peut pas y aller. Ça. Oui, c'est pas ça. Et alors, la particularité de cette année, c'est qu'il n'y a pas une seule Mazu qui se déplace. Il n'y aura pas deux, parce que traditionnellement, c'est deux. Il y en a trois. Donc, 3 palanquins divins de Mazu. 3 palanquins. Alors, on doit déjà expliquer qu'à Baisatun, comme à Zhenlan, temple Zhenlan à Taichung, il y a plusieurs Mazu qui sont honorés. Donc, il y a ce qu'on appelle Dama, donc la grande Mazu. La deuxième Mazu, Erma, qui est la troisième Mazu, Sanma. Voilà. Et Dama est donc honorée au temple, au palais principal, en fait, du temple, dont elle s'occupe au quotidien, toutes les prières des croyants. Mais lorsque Dama doit quitter le temple pour ce grand pèlerinage, par exemple, c'est la deuxième Mazu, qui est au visage noir, qui prend la responsabilité d'assurer, de répondre aux vœux, en fait, des croyants. Ça veut dire que sa statue est déplacée dans la partie principale du temple? Je ne sais pas si c'était déplacé, mais je ne pense pas qu'elle soit déplacée. En fait, je pense que c'est là où les gens vont se recueillir. D'accord. Oui. Et la troisième Mazu, qui est au visage rose, elle s'occupe des déplacements autres que le grand pèlerinage. D'accord. C'est-à-dire lorsque le temple est invité pour participer à d'autres activités religieuses, c'est cette troisième Mazu qui va quitter le temple parce que la principale doit rester. Alors si les 3 partent d'un coup, les 3 il y aura une quatrième qui va arriver. Non, parce que là, tu dis pour le pèlerinage de cette année, les 3 Mazu vont... Non, j'ai dit il y a 3 Mazu. D'accord. Et j'ai pas dit c'est ces 3-là. C'est pas ces 3-là. Donc, comme à la tradition, il y aura la divinité principale, la Mazu principale, qui part. Elle est accompagnée d'une Mazu, toujours d'un temple à côté, traditionnellement. D'accord. Mais la particularité de cette année, c'est qu'il y a la Mazu
honoré par le croyant principal. Luju, on appelle Oula. ça. En fait, à Taïwan, dans les temples, il y a cette pratique que chaque famille peut être le croyant principal de l'encensoir. Oui. En fait, on appelle ça Luzu, en fait. Donc, il est responsable de s'occuper du bon fonctionnement de pèlerinage, assurer la sécurité, l'organisation. Et la particularité, c'est que le Luzu peut demander une statuette de Mazu, parce qu'il y en a plein, en fait, au temple, chez lui. Mhm. Voilà. Donc, c'est considéré comme quelque chose de très honorifique et les gens du coin se battent Pour l'avoir. pour l'avoir. C'est donc, un poste à tour de rôle À tour de rôle, chaque Luju, année. chaque année. Donc, après le retour de pèlerinage, il y a un tirage au sort, Oh, décidé bien sûr par Mazu elle-même, pour Oui. choisir le Luju. d'accord. Et cette année, la particularité, c'est que la statue de Mazu honorée chez le Luju peut participer à ce grand pèlerinage. D'accord. C'est encore une honneur supplémentaire. Ah oui. Oui, je pense. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce pèlerinage. Et on peut aussi dire qu'on sait que le palanquin de Mazu est appelé par les Taïwanais Fen Hong Chao Pao, donc la super voiture de course rose. Oui. Alors, rose, c'est facile à comprendre parce que son palanquin, c'est couleur Et rose. décoré un peu rose. Mais pourquoi la super voiture de course, c'est pas Est-ce- une Ferrari? Est-ce que c'est parce que par rapport aux images qu'on voit de ce temple, parfois les porteurs se mettent à courir d'un seul coup? Effectivement, parce que des fois, Mazu C'est peut... impressionnant. Hein. C'est une pratique, mais c'est pas la raison en fait. D'accord. C'est parce que des fois, Mazu peut décider de ne pas s'arrêter. Hmm. Parce que généralement, pour le pèlerin, Mazu s'arrête la nuit quelque part pour Oui. se reposer. Mais Mazu, apparemment, depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, il y a 12 fois que Mazu a décidé de ne pas s'arrêter du tout, en fait. D'accord. Ça veut dire que, Waouh. Donc comme la voiture de course qui s'arrête pas au stand pour rester en pole position, quoi. voilà. Donc, Et- les pèlerins, il y a un roulement qui se met en place dans ce cas-là entre les porteurs, ceux qui marchent, qui s'arrêtent et puis qui prennent le train, qui rejoignent plus tard. Parce que depuis Baishatun jusqu'à Beigang, donc c'est l'aller simple, Oui. c'est entre 135 et 150 km. En fonction de Et l'itinéraire. Mazu peut la faire soit en 2 jours, soit en 8 jours. Mhm. Donc tout dépend vraiment de son... Comment elle fait? C'est Comment sûr elle que fait si elle passe par Kunding avant de remonter, Donc 2 jours, c'est vraiment la course. Ouais. Mais la super voiture de course, ça vient du fait qu'une fois, en 2013, elle a décidé de se reposer chez un garagiste qui vend des voitures. Mhm. Et elle a décidé de poser son palanquin devant une BMW. Oui. Une voiture de Apparemment- rallye ou de course. Apparemment, elle a demandé que la BMW quitte le lieu Ah oui, pour Du- prendre la place. pour prendre la place. C'est génial. Du coup, apparemment, elle a fait une marche arrière pour bien se garer à l'endroit De la BM. de la BM. Et Hmm. du coup, c'est comme ça que c'est devenu la super voiture de course rose. Et depuis, la BM a gagné quelques courses, ça on le sait pas. Ça, on ne sait pas. il y a une mise aux enchères. C'est impressionnant quand même. Mm. Oui, en ce tout cas, folklore. c'est un pèlerinage que j'aimerais bien participer un jour, en fait, que ce soit l'un ou l'autre. Je pense que c'est vraiment... Il y a une ambiance tellement chaleureuse et tellement généreuse Mm. des voisins, en fait, des riverains, Oui, pour tous les pèlerins, en fait. tout à fait. Alors, les auditrices et auditeurs qui nous suivent depuis plusieurs années se rappellent peut-être qu'une année, on avait commenté en direct un pèlerinage de Matsu. C'était l'autre, celui de Datia à Taichung, qui est aussi tout aussi fervent. Et Oui. c'est pareil, la ferveur des gens qui vont vous offrir à manger au bord de route parce que vous êtes pèlerin et vous partez les mains vides. Puis finalement, on vous donne à manger. Il y en a qui font des grosses popotes pour tous les passants, Oui, etc. oui. Qui offrent le couchage En aussi. fait, c'est carrément gratuit en fait pendant Bah, des c'est jours. ça. C'est possible de vivre sans dépenser quoi que ce soit. en Quoique fait. si, parce que s'il faut s'inscrire sur le livre d'or pour C'est 700 $ l'inscription, taïwanais. 700 $, je pense que les gens vont donner plus aussi au Oui. fur et à mesure. Mais la plupart ne s'inscrivent pas non plus. En fait. Donc C'est on pas peut faux. imaginer que sur le lieu, il y aura bien plus que 460 000 Ouais. personnes. Donc Et bien plus que 9 millions d'euros. Peut-être au jour du départ et de l'arrivée qui sont un petit peu les, Plus nombreux Aussi. aussi. les moments où il y a le plus de monde. Voilà. En tout cas, c'est beau à suivre comme pèlerinage, comme course.
des mammifères. Donc si la semaine prochaine on n'entend pas Meg à la radio, on sait où elle est. En tout cas, en entendant Voilà. le départ, non pas de Meg, mais de la déesse Mazu de Paishatwen, c'est d'un autre départ dont on va parler maintenant, celui qui est réclamé de l'entraîneur principal de l'équipe de foot féminine. Pourtant, il faut dire que le foot féminin à Taïwan marche mieux que le foot masculin. Oui, surtout ces dernières années. Il y a eu des très gros efforts qui ont été faits, il y a toute une hégémonie qui a été faite, un bon recrutement des joueuses, et puis Autant un très dire bon qu'il encadrement. y a des efforts qui sont faits pour les deux genres, en fait. Mais Tout à fait. l'accomplissement des femmes est plus Voilà. à remarquer. Alors, dans mon oreillette, on me dit que peut-être que l'adversité n'est pas la même sur les compétitions internationales. C'est pas Peu vrai, importe. parce que on va en parler là de l'équipe nationale. Si on en parle là, c'est qu'elle vient de terminer non pas une prouesse, mais un beau périple, celui des championnats d'Asie. Et Taïwan n'était pas dans une poule facile, puisque Taïwan affrontait le Vietnam, le Japon et l'Inde. Alors, l'Inde a terminé avec un 0 pointé, elle a perdu tous ses matchs. C'était l'équipe faible, le maillon faible de ce groupe. poule. Mais Taïwan, on pensait, d'après les forces en vigueur et sur le papier, terminerait plutôt troisième, donc pas qualifié pour les phases directes. Or, Taïwan a gagné contre sa bête noire, le Vietnam. Et du coup, Taïwan a terminé deuxième, n'a perdu que contre le Japon. Du coup, on Ça, est c'est pour la qualifié. phase de poule. Donc, Taïwan a pu aller jusqu'au quart de finale. Waouh. Et c'était quand même une prouesse pour l'équipe féminine qui a l'habitude d'aller assez loin. Mais avec la poule qu'elle avait et l'adversité sur le terrain, c'était pas gagné d'avance. En quart de finale, Taïwan fait mieux que résister. Et pourtant, Taïwan tombe contre les Chinoises. Et fin du temps réglementaire, 0-0. Une stratégie de jeu du jamais vu. Alors oui, on a l'impression parfois de voir un peu un match au ralenti parce que ça va pas super vite au niveau de circulation du ballon. Mais là, je parle pour les fans de foot, pardon. Mais on n'a pas Circulation besoin du ballon, d'attendre le oui. ralenti, quoi. Mais par contre, il y avait tout le monde était au niveau tactique bien placé, une défense infranchissable. Et de fait, les Chinoises qui sont quand même plutôt bonnes au foot, elles ont eu toutes les peines du monde à mettre le ballon au fond des filets. Il a fallu aller jusqu'en prolongation. Et là, Taïwan a craqué coup sur coup. En 3 minutes, s'est pris malheureusement 2 buts, dont une bourde de la gardienne. Pour avoir vu les images, désolé. Mais voilà. Et du coup, c'était un petit peu le coup derrière la tête qui fait qu'elles se sont démoralisées. Puis elles en ont pris un deuxième. Là, une belle construction du jeu, oui. Alors Taïwan est sorti, mais avec les honneurs quand même de ce championnat. Et une fois de retour à la maison, ça a été l'occasion de mettre les points sur les i. Et c'est là qu'on parle de cette mutinerie chez les féminines parce que il y a 18 joueuses, c'est-à-dire l'intégralité en fait de l'équipe des joueuses sélectionnées qui ont signé une pétition pour demander le départ de l'entraîneur sportif principal et une restructuration de tout le staff technique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vu, il y a des blessures et des mauvaises stratégies de jeu dans Voilà. les critiques. C'est à peu près tout ce qui est demandé, en effet. Donc, sur le plan sportif, on a vu, c'est pas si mal que ça, on s'en sort bien. Mais en fait, et c'est pour ça que tout le monde est tombé de haut quand on a vu cette pétition qui a été signée le 4 avril, mais révélée en début de semaine, là, le 7 avril précisément à la presse. Et les joueuses s'adressent directement au ministère des Sports. Décidément, il est bien occupé cette semaine, avec un vice-ministre qui a démissionné, avec le ministre qui a été interrogé au Parlement aussi cette semaine, puisqu'il y a des problèmes d'organisation faute de budget. Oui, parce que le vice-ministre a démissionné sans que le ministre le sache. Oui. Et que c'était bien avant la fin de son prêt, en fait, parce qu'apparemment, il vient d'une autre institution, si c'est pas université. Oui, c'est ça, et d'une du université. coup, c'était pas encore la fin du prêt, entre guillemets. Voilà. Mais il a décidé de partir. Oui, et on lui a souhaité formellement, et pour une question de face peut-être aussi au niveau du gouvernement, un bon retour dans son université. Sous-entendu, on accepte ta démission, mais on n'en saura pas plus. Voilà, enfin, pour en revenir à ce qui nous intéresse, là, le ministère des Sports a appris cette pétition de l'équipe qui titre « Défaillance du staff technique et problème de structure ». Donc ça, c'est le titre de la pétition, signé par les 18 joueuses, qui explique qu'il y a des graves manquements du stade technique. C'est pour ça qu'on parlait de blessures, de ce que tu as vu. Donc, pas de préparation physique, pas de kiné ou de médecins qui peuvent les préparer bien pour éviter les blessures ou
comment on appelle ça? C'est étonnant quand même pour une équipe nationale. Et c'est ça, voilà. Parce que tout est vu un peu au rabais, en fait. Et le staff technique, apparemment, a été aussi rechangé il n'y a pas si longtemps que ça par l'entraîneur principal de l'équipe qui est un étranger, un certain Chuck Morse. J'espère que je prononce bien son nom. De la Nouvelle-Zélande. Oui. Oh, mais t'en sais des choses, toi. N'est-ce pas? Je suis le foutin. Voilà, qui est appelé à ne plus continuer. Pourquoi? Parce que au niveau technique, on l'a vu, au niveau du staff technique, on dit il manque un encadrement, des conseils, même au niveau de la nourriture, par exemple. Quand tu t'entraînes avant des compétitions, tout le monde vit ensemble en osmose et il y a des nutritionnistes, des diététiciens, des médecins aussi au niveau de la préparation, du kiné, préparer les corps et réparer les bobos. Et ça, c'était très, très réduit par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, elles n'étaient pas prêtes. Elles étaient livrées à elles-mêmes, même au niveau tactique. Et c'est pour ça qu'on redemande le départ de l'entraîneur principal. C'est que quand elles ont dit comment on se prépare tactiquement face à telle équipe par rapport à une autre, c'est pas forcément la même adversité, donc c'est pas non plus le même schéma sur le terrain. Et grosso modo, la réponse de l'entraîneur, c'est alors ça l'a fait mal. Là, c'est vraiment... C'est-à-dire que en fait, oui, il y a une préparation tactique au début du jeu, mais en fonction du jeu, si tu vois que ça marche pas pendant la première mi-temps, généralement, tu réagis, tu restructures. Et quand elles demandaient, elles étaient perdues en fait sur le terrain face aux premières demandes de l'entraîneur. Quand elles lui demandaient est-ce qu'on peut pas adapter, comment faire, elles étaient livrées elles-mêmes. Il n'y avait pas vraiment de réponse ou de conseils donnés. C'est bien que plusieurs fois pendant le match, tu as vu la capitaine appeler les filles pour se regrouper, essayer de bricoler en fait pendant le match, voir là ça marche pas, il faut essayer de faire autrement. Et donc, elle reproche à ça de dire on a essayé de faire ce qu'on a pu, on est resté en équipe très soudés, très unis, mais on n'a pas la compétence d'être à la fois des tacticiennes et des joueuses sur le terrain, quoi. Donc ça, c'est un peu, grosso modo, ce qui est reproché. L'absence d'entraînement renforcé à l'approche des compétitions, ce qui a aussi aggravé les problèmes de blessures de certaines filles. L'absence de planification scientifique, tout simplement aussi. Donc, pas d'analyse tactique de l'équipe en face, au niveau vidéo, au niveau préparation, comme cela. Donc, elles étaient un peu perdues, en fait, de ne pas savoir comment se mettre. Quand on parle des blessures, ce qui a aussi été la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'il y a une joueuse centrale de cette équipe qui s'est retrouvée avec une déchirure musculaire de plus de 5 cm. Et il y en a pour plusieurs mois d'absence avant de se remettre, si jamais elle peut se remettre. Et ça arrive pas du jour au lendemain, une déchirure musculaire comme ça, là, quoi. Des dysfonctionnements, donc pas que tactique, la confusion des rôles, parce que même au niveau du staff technique, parfois, elle ne savait pas à quel sein se vouer, entre guillemets, parce que si l'entraîneur ne parlait pas, tu avais un adjoint ou parfois un membre qui est complètement administratif qui venait donner des conseils ou des ordres. Et ça se fait pas dans un staff. Il y a quand même une hiérarchie à respecter pour que l'ordre reste jusque dans le jeu, quoi. Donc la confusion a fait qu'elles étaient perdues et elles réclament grosso modo 3 points forts en termes de revendications et même de recommandations. Elles demandent donc une réorganisation sans délai immédiate du staff avec le remplacement de l'entraîneur principal, une réforme structurelle pour intégrer une équipe dirigeante compétente à tous les échelons, y compris au niveau de l'entraînement, de l'accompagnement médical et des analyses tactiques et stratégiques. Donc la mise en place aussi d'analyses vidéo. Et puis aussi, surtout, 3e point, de la transparence pour clarifier les critères de sélection des joueuses, parce que ça a posé des problèmes avec ce nouvel entraîneur, visiblement, et les procédures d'évaluation après match. Voilà, parce que sur un coup de tête, elles ont l'impression, si j'ai une tête qui revient bien à l'entraîneur, je vais continuer de jouer, même si sur le terrain, il y a quelqu'un de meilleur que moi, ou vice-versa. Donc il y a eu beaucoup de problèmes, y compris dans l'ordre relationnel humain. On a l'impression, on parle d'un club du sport régional, en fait. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cet appel a été bien entendu par la société taïwanaise. Oui. Au point que cette signature de pétition, elle fait déjà des petits et que le ministère des Sports a annoncé une enquête avec un résultat dans les 30 jours. Donc ça va se faire rapidement. Ouais, on vous tiendra au courant de la suite, donc quand il y aura des mises à jour de ce dossier. Et toi, tu vas parler des ours ? Oui, alors d'une ours et de son ourson, voire oursonne. Est-ce qu'on dit
Bon, voilà, qui ont été remis en liberté à Hualien cette semaine après plus d'1 an en soins. En fait, c'était une ours noire adulte, une ours de Formose, qui a été recueillie après s'être blessée à la patte. Et puis son ourson qui a été trouvé un petit peu plus tard, donc, qui a aussi été recueilli parce qu'on voyait bien que c'était une petite oursonne qui ne pesait que 11 kilos, qui n'était pas encore sevrée. Et donc elle a été capturée quand ils se sont rendus compte que c'était probablement son petit. La mère avait été prise à la patte, elle était blessée dans un piège à collet dans le village de Taiping, près de Zhuoxi, donc dans le comté de Hualien, dans les montagnes centrales de C'est Taïwan. toujours Zhuoxi, en fait, le lieu le plus proche des ours. Et Ouais. c'est toujours des problèmes de piège. Oui. Donc là, c'était mars 2025. Et donc, l'adulte a été récupérée et soignée parce qu'elle avait vraiment besoin de ça. Et donc, l'ourson a aussi été confié à un centre de réhabilitation de la faune sauvage qui s'appelle Wild One à Taidong. Et des tests génétiques ont confirmé que c'était bien la mère et son petit. Mais quand ils ont tenté ensuite de réintroduire le petit auprès de sa mère et de les faire cohabiter, ils se sont rendus compte que les interactions étaient déjà limitées entre les deux et que le lien maternel n'avait pas vraiment été conservé après donc quelques temps séparés. Donc c'est pas le temps de cette séparation, du coup. Entre le moment où la mère a été blessée, elle a été attrapée, Puis ensuite récupérer la petite. le petit un peu plus tard. Elles ont peut-être, le temps que la mère soit soignée, ils n'ont pas réintroduit la petite tout de suite non plus. Donc voilà, quand ça s'est fait, elles étaient déjà plus ou moins indépendantes. Donc ils ont continué de les soigner les deux séparément et de les élever et d'entraîner surtout la petite donc dans un centre d'entraînement pour un programme de réintroduction en fait à la vie sauvage. Donc lui permettre de réapprendre à se nourrir, à grimper aux arbres, à s'adapter à son environnement et surtout à éviter les contacts avec les humains. Oui. Et donc elle a pu passer une évaluation qui ont confirmé qu'elle était apte à être réintroduite dans la nature. Et donc en mars cette année, elle pesait 46 kilos, donc depuis 11 kilos, elle c'est s'était bien reprise. Voilà. Elle a grandi, quoi. Et puis, ils ont trouvé qu'elle avait les compétences nécessaires. Et la mère ours était bien remise de ses blessures. Et elle pesait 74 kilos. Du coup, elle a toujours ses 4 pattes. C'était pas dit, mais je pense que oui. En tout cas, ils ont dit qu'elle s'était bien remise de ses blessures. D'accord. Donc, elle était Pas besoin d'amputer, suffisamment indépendante, en tout cas, pour être relâchée dans la nature. Et donc, avant qu'elle soit relâchée, il y a eu une réunion d'information dans le village de Zhongping, donc, qui est un village Bunun aussi près de Zhuoxi, pour expliquer aux habitants qu'est-ce qui avait déjà été fait et qu'est-ce qui allait être fait et comment est-ce qu'ils pouvaient contribuer aussi, notamment en signalant et en intervenant si besoin après la réintroduction des deux ours, donc qui a eu lieu ce 8 avril. D'accord. Après une cérémonie de baptême Bunun de la tribu des deux ours, donc la mère a été baptisée Ouli et la petite Moi, sachant que les noms signifient donc pour la mère épouse vertueuse et mère aimante, et la petite fille mignonne et douce. D'accord. S'il se trouve, elle n'est pas du tout douce, en fait. C'est un ours, quoi. Mais c'est pas mal d'intégrer comme ça les villageois, parce que du coup, il y aura peut-être aussi plus de respect dans cette cohabitation avec la nature. Peut-être. En tout cas, ils ont dit que c'était une cérémonie qui montrait que les deux ours étaient considérés comme des membres à part entière de la tribu. Et donc, ils leur souhaitaient vraiment de pouvoir continuer à se reproduire et vivre dans la forêt tranquillement. Et donc, ensuite, ils sont allés au bout d'une route forestière de Zhongping. Et ils ont relâché d'abord le petit ours, puis 30 minutes plus tard, la mère. Et les deux se sont rapidement éloignés dans la forêt et ont disparu. Ah, elles n'ont pas libéré en même temps. Elles ont une non. séparation de 30 minutes. Ouais. D'accord. Je pense parce que les deux étaient pas... Enfin, elles étaient plus restées ensemble après. Donc, voilà. Elles ont été remises toutes les deux le même jour, mais pas en même temps. Voilà. Et donc, elles sont surveillées maintenant grâce à des colliers satellites. Et puis, il y a une clôture électrique près du village avec un mécanisme de transmission d'informations qui a été mis en place. Donc, les habitants peuvent aussi suivre les déplacements des ours. D'accord.
C'est sympa ça. Et ça permet aussi d'alerter si jamais on se rend compte que les ours s'approchent trop du village. Ouais. Voilà Donc, une bonne les deux nouvelle en fait. nouvelles villageoises. De nouvelles habitantes de la forêt. Voilà, merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan de cette semaine, présenté par Floriane. Fix. et Meg. À Bye bientôt. bye.